689 morts en Côte d'Ivoire dans des accidents en 2015 contre 530 en 2014. L'alcool est responsable de 10% des décès. Lozère tire la sonnette d'alarme. L'entrée en vigueur du décret anti-immigration aux États-Unis fait souffler un vent de panique sur le monde. Il interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans pour la plupart de franchir les frontières américaines. Nous en reparlerons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Thomas Guessambi, journaliste à la rédaction de RTI2, est avec nous ce soir aussi dans le cadre de la rétrospective. Thomas est aussi le chef du service reportage. Bonsoir Thomas. Bonsoir Ami. La rétrospective d'aujourd'hui fait un point d'honneur à la rubrique chronologie du 2 juillet 2017. À ce jour, le décryptage de l'entrée en vigueur du décret anti-immigration aux États-Unis avait retenu notre attention. Un décret très controversé, Thomas. Bien entendu Ami. Ok, merci Thomas. Restez avec nous. Nous échangerons sur ce sujet le temps de diffuser ces reportages. La consommation de l'alcool coûte la vie à 10% de personnes dans des accidents de la route. Pour sauver des vies, après la sensibilisation, Lozère soumet les usagers de la route au contrôle du taux d'alcoolémie. Des lasers. Aux gens qui sont en train de consommer, nous allons attirer leur attention sur les dangers de l'alcool lorsqu'on en abuse. Les consignes sont claires. Traquer tous les conducteurs en état d'ivresse. Le directeur général de l'Office de sécurité routière met en mission son équipe de contrôle du taux d'alcoolémie chez les usagers. Un exercice qui permet de lutter contre les accidents de circulation liés aux effets d'alcool. L'alcool représente autour de 10% des victimes sur les 991 tués que nous avons enregistrés en Côte d'Ivoire en 2016. Quand on conduit, il vaut mieux éviter de consulter ces messages ou de recevoir des appels. Ce sont des attitudes qui permettent d'éviter des risques d'accident. Il faut souffler dans l'alcotest pour mesurer le taux d'alcool dans le sang. Plusieurs usagers sont soumis à cette épreuve. On a la sécurité des clients en main. Sincèrement, moi j'ai apprécié ce travail. Je conseille à tous mes amis conducteurs d'éviter de consommer de l'alcool lorsqu'ils sont au volant. Quelqu'un qui est saoulé, normalement ne doit pas conduire parce qu'en conduisant, il met lui-même sa propre vie en danger et la vie aussi des autres en danger. Le code de route, c'est quelque chose qui est primordial. Mais ici, on ne respecte pas ça du tout. On s'en fout. Dépassement à gauche, dépassement à droite, c'est malheureux pour le pays. Mais il faut qu'on essaie d'éduquer les gens. Plusieurs maquis et bars ont été visités pour la sensibilisation sur les dangers de l'alcool au volant par les agents de l'Office de sécurité routière dans les communes d'Abidjan. Objectif, réduire le nombre d'accidents de circulation et sauver des vies humaines. La veille de Noël, Kanakono, une commune du département de Tengrela, a été secouée par des violences qui ont coûté la vie à 4 personnes en cause des affrontements entre les habitants des 2 quartiers de la commune. Le député de Tengrela s'est rendu à Kanakono pour apaiser les cœurs. Léon Brou nous dit dans ce reportage la raison de ces affrontements. Kanakono, département de Tengrela. Le calme rétabli grâce au corps préfectoral et les élus. Mais des forces de l'ordre encore en faction pour contenir les éventuels rebondissements dans le conflit entre Karga et Kalikogo. Ces 2 quartiers de la même commune n'ont pas encore fini le deuil des 4 morts, résultat des affrontements du 24 décembre dernier. C'est justement la raison de la visite du député de Tengrela. À chacune des 2 communautés endeuillées, Mariam Traoré a présenté sa compassion. Il était mon devoir de venir voir, de venir entendre tout ce qui s'est passé, et nos parents se sont exprimés de part et d'autre. Ils ne sont pas tous contents, mais je pense qu'avec cette visite, il y a de l'apaisement. Les affrontements meurtriers de Kanakono, de sources administratives, seraient partis de l'annonce de la construction d'un collège par l'État. Projet que chaque quartier veut accueillir. Inutile dispute condamne le député de Tengrela qui promet la lumière sur les meurtres, 3 à Karga et 1 à Kalikogo. Pour Mariam Traoré, on ne peut impunément tuer au nom du développement, pourtant accessible que dans l'union, l'entente et la paix. Appel que les belligérants disent recevoir. C'est le message que le préfet a lancé. Quand le député est venu ajouter encore, on va marcher. À partir de l'autre jour là, il n'y a pas de palabre. Je salue Madame le député
Parce que vraiment, depuis que le conflit est venu à Kanakono, il s'est debout pour éteindre ce feu à Kanakono. Avant sa visite de compassion, le député de Tengrela a contribué pour 200 000 francs à l'inhumation des 4 morts de la veille de Noël à Kanakono, ce qui porte à 600 000 francs CFA le don de Mariam Traoré aux communautés endeuillées. 8e journée du championnat national de boxe professionnel et néo-professionnel de Côte d'Ivoire au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. De beaux combats sur le ring, ponctués d'émotions, suivant ces images où les coups des boxeurs alignant des droites et des gauches ont eu raison de leurs adversaires. Le ring de la Fédération ivoirienne de boxe s'est déporté aux sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié le temps des finales néo-professionnelles et professionnelles. Une 8e journée pleine de sensations et de suspense. Dans la catégorie super mi-moyen, chez les néo-pros, Yaokan Stéphane de l'Alliance Boxing Club de Treichville a eu beaucoup de difficultés face à Fanny Ibrahim d'Espoir d'Abobo au coin rouge. Un combat littéralement dominé par le fils d'Abobo qui a arraché une victoire sans forcer. Toujours chez les néo-pros, Atekoubé a eu raison d'Abobo. Son représentant Tano Kwame au coin rouge a vite maîtrisé les gants face à l'Abobolé Kwasi au Mathias. Un seul combat professionnel au menu, Golibo Mathieu de l'Alliance Boxing Club de Treichville au coin rouge était face à Amieniekou Bernard de la Riviera Academy Boxing Club. Un combat très serré qui va se terminer en faveur de Bernardo de la Riviera, plus adroit dans ses gauches-droites. La rubrique chronologie retient notre attention dans la rétrospective aujourd'hui. La chronologie revient sur une actualité qui a marqué la semaine. Et dans la semaine, c'est du 26 au 2 juillet. C'est l'entrée en vigueur du décret anti-immigration aux États-Unis qui a été décrypté en 6 points le 2 juillet 2017. Vous êtes avec nous, Thomas Guessambi. Je rappelle que Thomas Guessambi est le chef du service reportage de RTI2. Dites-nous, Thomas, revenir sur une actualité brûlante dans la rubrique chronologie et la décrypter permet-il aux téléspectateurs de mieux l'appréhender, Bien entendu, Yami, la seule chose que l'histoire nous enseigne, c'est que les hommes n'ont jamais rien appris de l'histoire et ceux qui ne se souviendront pas du passé seront condamnés à le répéter. Donc il n'y a rien de nouveau, les événements se répètent simplement de façon cyclique. Tout à fait, Thomas. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre le décryptage de l'entrée en vigueur du décret anti-immigration aux États-Unis signé Anzeli Kayura. Que se passe-t-il avec le décret anti-immigration? C'est l'une des mesures les plus controversées de son mandat. Le deuxième décret anti-immigration de Donald Trump est partiellement entré en vigueur le jeudi 29 juin. La décision de la Cour suprême, elle, était déjà tombée 3 jours avant, c'est-à-dire le lundi 26 juin. Il s'agit d'un deuxième texte, une nouvelle version moins restrictive. La première avait été suspendue en février par un juge fédéral. Selon le président américain Donald Trump, elle devrait donner le temps au département de la sécurité intérieure, au département d'État et au directeur du renseignement national de revoir ses procédures de vérification et d'admission des nouveaux entrants. Que contient ce décret anti-immigration? Le décret présidentiel interdit l'entrée sur le sol américain pendant 90 jours aux voyageurs de 6 pays à majorité musulmane: l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Cependant, la Cour suprême a décidé que les personnes pouvant attester d'une relation de bonne foi avec des personnes ou des entités présentes aux États-Unis sont exemptées de cette interdiction. Exemple de personnes admises: un salarié recruté par une entreprise locale, un étudiant admis dans une université américaine ou les personnes rendant visite à des membres de leur famille proche. Le décret interdit aussi l'entrée des réfugiés du reste du monde pendant 120 jours. Le décret place aussi la barre du nombre d'admissions de réfugiés maximale à 50 000 pour l'année 2017, bien moins que le plafond de 110 000 personnes établi par Barack Obama. Le décret demande la création d'un processus unique de contrôle des personnes entrant aux États-Unis. Le décret suspend le Visa Interview Waiver Program qui permet au personnel consulaire d'exempter certains requérants des entretiens en face-à-face en cas de renouvellement de leur visa temporaire. Comment Donald Trump a-t-il réussi à faire entrer en vigueur ce décret anti-immigration?
C'est une véritable bataille de procédure qui s'est engagée autour du décret anti-immigration. La première version du décret est signée le 27 janvier 2017. Son application interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Suite à la plainte des États de Washington et du Minnesota, le décret est suspendu le 3 février par le juge Ropar du tribunal de Seattle. Le département d'État restaure près de 60 000 visas qu'il avait revoqués. Le département américain de la justice fait appel de la décision. La cour d'appel de Los Angeles rejette la requête. La colère du président américain ne se fera pas attendre. Bad people are very happy. Les méchants sont très contents, a réagi Donald Trump sur sa page Twitter. Après ce revers, Donald Trump propose un nouveau décret plus facile à défendre. La version amendée est signée le 6 mars et doit entrer en vigueur le 16 mars. Mais la veille, c'est-à-dire le 15 mars, le juge fédéral de l'État d'Hawaï suspend à son tour le décret pour l'ensemble du pays. Donald Trump arrache enfin la victoire du 26 juin de la deuxième version de son texte devant la plus haute autorité judiciaire du pays. Pourquoi l'entrée en vigueur de cette loi est-elle si controversée? Selon l'administration américaine, mes grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, fiancés, beaux-frères et belles-sœurs sont exclus. Malgré les précisions des juges de la Cour suprême, un flou persiste quant à la définition de famille proche. Les juges n'ont pas défini non plus avec précision ce qu'ils entendent par relation de bonne foi. Le décret peut-il encore être remis en question par la justice? Le clap de fin du feuilleton n'est pas donné. Le texte sera examiné en profondeur par les plus hauts magistrats du pays. Ces derniers entendront les arguments de l'administration Trump. La session est prévue au mois d'octobre. La période d'application des 90 jours d'interdiction d'entrée sur le territoire visant spécifiquement 6 pays à majorité musulmane aura d'ici là expiré. Thomas Gessambi, vous qui êtes un spécialiste politique, le décret anti-immigration est un décret radical, même si des raisons sécuritaires sont évoquées. Selon vous, pourquoi cette décision de Trump? Oui, Trump est le produit d'un projet américain qui n'est rien d'autre que rendre à l'Amérique sa gloire d'antan. Donc, dans la dynamique de l'ouverture qui est la mondialisation, il y a en face la dynamique du repli sur soi qui est naturellement le nationalisme. Donc, Donald Trump a choisi le nationalisme, l'isolationnisme, si vous voulez. Le repli des Américains se préoccupait beaucoup plus des Américains que ce qui se passe au dehors de l'Amérique. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que Donald Trump est dans sa dynamique. Il arrive et la première des mesures qu'il prend, c'est de savoir qui est sur le sol américain, qui est américain et qui ne l'est pas. Et qui doit normalement entrer dans les Amériques ou pas. Donc, on aurait dit que Donald Trump est dans la ligne directive de sa promesse de campagne, à savoir protéger les Américains. Mais Thomas, qu'est-ce qui explique cette stigmatisation? On pourrait même parler de discrimination quand on sait que l'entrée aux États-Unis est interdite aux ressortissants de 6 pays musulmans sur 7 visés par ce décret. Oui, bien entendu. C'est pour ça que le décret a pris du temps avant d'être validé le 4 décembre dernier. On se demandait est-ce que ce décret ne visait pas une religion. Mais en vérité, dans la politique, il y a la question religieuse, il y a la question idéologique et bien d'autres questions. Mais dès lors qu'on retire, par exemple, le Soudan pour faire entrer la Corée du Nord, on n'est plus, bien entendu, on n'est plus seulement limité sur la question religieuse, mais il y a la question j'allais dire idéologique. Qui est-ce qui œuvre avec les États-Unis en matière de liberté, en matière de respect des droits de l'homme? Voici autant de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais la dynamique reste toujours la même, si tant est que, après tous ces flottements, le décret est accepté jusqu'aux nouvelles mesures, c'est-à-dire le respect de tout ce qui devrait respirer américain. Ok, vous l'avez dit, le 4 décembre dernier, la Cour suprême a fini par autoriser l'application du décret anti-immigration de Donald Trump. Il s'agit donc pour le président américain d'une première victoire après les 2 précédentes versions du décret ont été tour à tour retoquées et rejetées par la justice.
Bien entendu, Donald Trump continue son chemin, même s'il y a des velléités d'opposition. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bonne frange d'Américains qui a voté pour ce candidat. Et à observer ce que nous voyons actuellement, c'est que Donald Trump ne fait rien d'autre que restituer à ses électeurs ce qu'il leur avait promis, à savoir rendre l'Amérique aux Américains et bien entendu la gloire de l'Amérique sur des notions de la religiosité, sur les notions de conviction politique et sur bien de notions telles que l'économie, où il faut rendre aux Américains qui œuvrent sur le sol américain pour l'économie et le rayonnement des Américains. Merci Thomas Gessambi d'être venu sur notre plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal, vous l'avez compris. Portez-vous bien.